Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, il est 13h30. J'attends encore une minute ou deux. Là. Il y a quelques autres personnes qui devraient se joindre, puis après on commencera. Donc merci de patienter. Donc on va débuter doucement. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Martin Sévigny, des bibliothèques de l'Université de Montréal. Je vais faire l'animation de ce 7e atelier
sur les technologies en bibliothèque. Donc, un petit rappel. Donc, ces ateliers, depuis quelques années, on les organise 2 fois, par année. On étant le comité sur les technologies en bibliothèque du PBUC. Donc, ça nous fait plaisir, en fait, de vous accueillir puis de présenter, différentes, initiatives, projets, outils, liés aux technologies au sens large, là, dans nos bibliothèques universitaires. Et puis, j'en profite aussi pour souligner, parce qu'une fois n'est pas coutume, dans ce comité du PBUC, là, donc qui regroupe les bibliothèques universitaires du Québec, on a aussi la présence, on a la chance d'avoir la présence d'un représentant de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et donc, c'est pas juste bibliothèque universitaire. Et d'ailleurs, il y aura une présentation de leur part aujourd'hui. Donc, ben, l'atelier est enregistré. On a mis à jour le programme dans l'invitation. Vous avez peut-être vu. Donc, on a un programme relativement court aujourd'hui. On devrait terminer vers 15h, 15h15, avec 3 présentations. Les 2 premières seront sur le grand thème de l'accessibilité. Dans un cas, l'accessibilité web, et dans l'autre cas, plus généralement, le rôle des technologies dans l'accessibilité des services et des ressources. Et puis, on aura une 3e présentation, en fait, sur une application mobile pour emprunter des documents. Je vous les représenterai à chaque fois. Donc, c'est enregistré, vous pourrez réécouter, on vous enverra le lien, on le fera connaître. Et puis, ceux ou celles qui ne peuvent pas participer aujourd'hui pourront, bien entendu, revoir cet atelier. Dernier élément, donc, ce sera 3 présentations d'à peu près 30 minutes, incluant une période de questions. Donc, je vous invite très fortement à poser des questions, à échanger, à émettre des commentaires. Vous pouvez utiliser le clavardage, le questions et réponses. On va essayer de se retrouver dans tout ça. Questions et réponses, ce sera encore mieux. Et puis, oui, évidemment, bien entendu, avec beaucoup de plaisir, vous pouvez lever votre main et poser votre question oralement. Et avec votre caméra, c'est encore mieux. Donc, voilà pour les présentations. Donc, je commence en parlant rapidement de la première présentation, donc sur l'accessibilité web, naviguer dans le chaos en toute simplicité. C'est par Charles Martin, qui est développeur à BANQ. Je vais laisser Charles peut-être se présenter un petit peu s'il le souhaite et puis faire cette présentation. Ben, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'avoue que je ne savais pas exactement, j'avais pas beaucoup de détails sur le type de rencontre que ça allait être. Jean-François m'a préparé quelque chose et j'avais envie justement d'aborder un petit peu ce côté-là, naviguer dans le chaos en toute simplicité, l'accessibilité web, pour un petit peu peut-être démystifier et puis l'aborder d'une manière un peu différente de ce qu'on entend d'habitude. Je vais partager ma présentation. Et je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Donc je me présente brièvement, je m'appelle Charles Martin, je suis analyste à BNQ, je travaille à BNQ depuis pas mal de temps. J'ai commencé en tant qu'intégrateur web, puis développeur front-end, ce que je suis encore aujourd'hui, et analyste. Je me suis consacré à l'accessibilité web assez tôt dans mon parcours. En tant qu'intégrateur, tout d'abord, c'était à peu près au début de la création du SGQRI. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir justement inclure dans mon métier justement les notions d'inclusion et d'adaptation et d'accessibilité. Aujourd'hui, je voulais donc un peu revenir sur les notions de conception et de développement web en essayant d'apporter un regard un petit peu différent sur l'accessibilité et puis les remises en question qu'elle peut occasionner. Moi, je ne suis pas philosophe de formation, je ne suis pas mathématicien, mais je vous propose quand même un petit retour en arrière et puis on va parler de René Descartes, de théorie du chaos et de HTML. Pour commencer, René Descartes, le discours de la méthode en 1637, c'est là qu'il pose les bases d'une pensée rationnelle et structurée qui repose entre autres sur l'analyse. On parle de monde cartésien dès qu'on parle de monde logique. Et aujourd'hui encore, on va voir que la méthode de Descartes est à la base du travail des informaticiens, des concepteurs et des développeurs. Il y a pas mal de choses chez Descartes. Moi, j'ai retiré 2 enjeux principaux. Le déterminisme classique. Tout effet a une cause. Cette cause détermine entièrement l'effet, pardon. Par exemple, j'ai un bouton, je clique dessus, ça va ouvrir une fenêtre modale. J'ai une cause, un effet.
Et puis le principe d'analyse, qui est un des 4 piliers de la méthode cartésienne. Donc tout problème complexe peut être décomposé en problème plus simple. Donc comment aborder un problème complexe? On va le décomposer, on va partir du plus petit élément, puis on va remonter comme ça. Cette conception naturalise des choses, parce que dans la nature, on est composé d'êtres, d'organismes, de molécules, d'atomes, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les pages web du XXIe siècle. Donc une page web, elle va être composée de différentes régions, l'entête, le pied de page, la région principale, etc. Dans ces régions, on va retrouver des composants, donc une liste de suggestions, un carrousel, etc. Ce composant va être, lui, composé de différents organismes. Par exemple, pour l'exemple d'un carrousel, on va se retrouver la barre de contrôle, l'ensemble des tuiles vont être différents organismes. Cet organisme va être composé de molécules, un ensemble de liens, une tuile vont être des molécules. Cette molécule va être constituée d'atomes, par exemple l'image, le texte, le titre, etc. Le principe, c'est que l'atome de ma molécule de carrousel, elle peut être utilisée dans un autre organisme. Au même titre qu'une molécule d'hydrogène va se comporter différemment quand elle est avec 2 atomes d'oxygène ou quand elle est toute seule. Je reviens sur le deuxième point, déterminisme classique. Donc, dans la vision déterministe classique, tout effet a une cause et cette cause détermine entièrement l'effet. C'est-à-dire que chaque événement est la conséquence logique d'un autre événement. Corollaire, si tout est bien conçu, tout devrait bien fonctionner. Un bon code égale une bonne expérience. Ça, c'est dans le monde parfait de la raison. Malheureusement, dans la réalité, l'expérience de l'utilisateur ne dépend pas uniquement de la qualité du code, puisque les utilisateurs vivent dans un monde chaotique. Alors, je fais un bref aparté sur la théorie du chaos. Dans la théorie du chaos, on est bien dans un système déterministe, mais qui est complètement imprévisible. Donc, le système suit des règles, il obéit à des lois, mais il n'est pas désordonné, il n'est pas aléatoire. Par contre, il est sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'une toute petite variation initiale peut entraîner des résultats imprévisibles. Donc là, on pense tout de suite, la plus grande représentation de ça, c'est l'effet papillon. Donc le battement d'ailes d'un papillon au Brésil va enchaîner une réaction en chaîne qui va aboutir à un ouragan en Arizona, par exemple. Tout est lié, des petites causes peuvent avoir de grandes conséquences. Ça ne veut pas dire que le battement d'ailes du papillon est la cause de l'ouragan. Okay. Il est la cause d'une réaction en chaîne qui a mené à l'ouragan. Donc ça veut dire que c'est impossible de tout prévoir, même si on connaît les lois du système. Et les exemples qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple la météo. On est capable de prévoir en partie la météo, mais il y a beaucoup on n'est pas capable de prévoir exactement à long terme, partout, etc. Pareil pour la circulation, on est capable de dire qu'il y aura certainement un bouchon de circulation sur le pont Jacques-Cartier ce soir, mais on n'est pas capable de dire pourquoi dans tel virage, la circulation moyenne va baisser à 40 km/h aujourd'hui, alors qu'hier elle était à 60. Ça va être la même chose pour l'expérience utilisateur. Parce que notre utilisateur est soumis à de nombreux facteurs imprévisibles. En fait, de nombreux facteurs imprévisibles viennent perturber la chaîne causale idéale qui a été imaginée par les concepteurs et les développeurs. Alors, il y a les contextes d'usage. Donc, mon utilisateur, il peut être fatigué, il peut être stressé, il peut avoir une mobilité réduite, il peut penser à 15 choses à la fois. Il y a une diversité au niveau des dispositifs, donc il peut avoir un lecteur d'écran, il peut avoir un clavier, un téléphone, un ordinateur, etc. Il peut avoir des situations imprévues, une mauvaise connexion, un bruit ambiant, une lumière éblouissante. Je ne sais pas s'il y en a de chez vous qui sont sur Bell aujourd'hui, mais ils ont dû avoir expérimenté des situations imprévues. Après, puis il y a des capacités variables, donc on peut avoir un utilisateur qui a des troubles cognitifs, visuels ou moteurs, qui peut avoir des troubles temporaires ou permanents, etc. Donc ça, c'est l'ensemble des facteurs imprévisibles qui peuvent venir perturber la navigation de notre utilisateur. Et quand on sait ce que peut faire le simple battement d'aile d'un papillon, on imagine que là, on a beaucoup de situations à gérer. Alors, il est possible d'établir un pont entre les deux mondes, c'est-à-dire entre le monde rationnel et le monde chaotique. Et pour ça, l'accessibilité va nous permettre, bien évidemment, et pour moi, il y a 3 points que je voudrais vraiment mettre en avant aujourd'hui. C'est vraiment là-dessus que se passe mon propos. Premièrement, c'est se poser des questions.
Deuxièmement, c'est faire des tests et troisièmement, c'est rester simple. Alors on va passer à travers ces 3 points. Se poser les bonnes questions, mais aussi se poser les questions dans le bon sens. Donc à chaque fois qu'on doit, intervenir sur une application, à chaque fois qu'on doit, je sais pas, on me demande de rajouter un carrousel dans une page qui existe par exemple, toujours la question c'est pourquoi? Quel est le but? Qu'est-ce que moi je veux exprimer? La deuxième question c'est à qui je m'adresse? Est-ce que j'utilise le bon moyen pour faire passer l'information ou ce que j'ai envie de faire passer? Le comment je vais réaliser mon carrousel, lui, va venir après. C'est pas important. Donc ce qui est important, c'est toujours penser à l'utilisateur final lorsqu'on exprime un besoin. C'est de toujours se mettre à la place de l'autre lorsqu'on imagine comment réaliser ce besoin. Il faut imaginer que rajouter un carrousel dans une page déjà chargée, c'est peut-être pas une bonne idée, par exemple. Ni pour le message que je veux faire passer, ni pour le confort de l'usager. En fin de compte, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul type d'utilisateur, ni même 10. Lorsqu'on est en phase de conception, on va travailler avec des personas. Hein, on va travailler avec Jean-Claude, 55 ans, expert en musicologie, qui aime bien les romans policiers et faire du golf le week-end. Okay, donc, avec ce persona, on va pouvoir imaginer des parcours de navigation et autres. Mais déjà, même un être humain va appartenir à plusieurs personas. Et au cours même de la même navigation, il va pouvoir également passer d'un persona à un autre. Notre Jean-Claude est peut-être un expert en musicologie, mais il est peut-être aussi papy de 2 enfants de 10 ans qui sont fans de jeux vidéo. Donc un jour, il va peut-être avoir besoin d'aller regarder ce qui se passe au niveau des jeux vidéo dans notre catalogue. Donc avant même de parler d'accessibilité, on doit comprendre les buts, les objectifs de nos pages ou applications, puis on doit aussi se mettre à la place de nos utilisateurs, tant qu'on peut. Le deuxième, donc là, un peu plus technique. Alors, je parle très peu de respect des standards d'accessibilité dans ma présentation. Je me suis aperçu en relisant, mais c'est à la base, c'est quand même lorsqu'on développe, notre premier réflexe, ça va être de respecter les standards d'accessibilité au maximum. On va faire des tests. Des tests d'accessibilité, il faut toujours en faire et il faut en faire encore plus et à chaque étape. Donc, on va en faire avant, donc avec les focus group, avec des utilisateurs lors de l'expression des besoins. On va en faire pendant le développement. Donc là, ça va être des tests unitaires par les développeurs, ça va être des contrôles qualité, ça va être ce genre de tests. On va faire des tests automatisés lors des déploiements. Ça, c'est très important. Les tests automatisés, il y a des très bons outils. Donc à chaque fois qu'on fait un déploiement, on va rouler une batterie de tests qui vont voir qu'on n'a rien cassé finalement. Les tests automatisés, tantôt je parlais de molécules et d'atomes. Je sais qu'un atome peut être utilisé dans différents types de molécules. Par exemple, mon image qui vient avec son test alternatif et puis peut-être une description. Cet atome-là, je vais peut-être l'utiliser dans différents types, dans un carrousel, puis dans un bloc texte, et puis etc. Si jamais je vais faire une mise à jour de cette molécule, il faut que je m'assure que j'ai rien brisé ailleurs, dans les autres utilisations de cet atome. Donc les tests automatisés vont être très importants pour tout ce qui est régression. Et puis après, une fois que mon application elle est en ligne, effectivement, il y aura des tests externes, des audits d'accessibilité, etc. Au niveau des tests, il y a différents outils. Je vais passer rapidement, mais bon, déjà, à la base, en tant que développeur, les navigateurs ont leurs propres outils d'analyse. Ceux de Firefox, moi, je les utilise pas, mais on me les a présentés, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc il y a vraiment des outils très fins qui sont faits à même des navigateurs. Bon, après, il y a des extensions, pour Chrome, Firefox, etc. Donc j'en ai cité 2 qui sont très simples d'utilisation et complémentaires. Donc on a Wave qui est très visuel, qui va me donner un aperçu de la page, de la structure de page, qui va me repérer certains problèmes, qui va me repérer des problèmes de contraste, qui va me repérer des textes manquants, etc. C'est juste un bouton, on est sur la page, on clique sur le bouton Wave et hop, on a notre analyse qui se fait assez rapidement. Axe DevTool est aussi un outil très pratique, un peu plus, lui, il va rentrer un peu plus dans le détail du code. Il va me dire si les arias sont cassés, si les ID sont bien associés, etc. Donc, utiliser l'un avec l'autre, ça permet de se donner une bonne image de qu'est-ce qui manque. Après, il y a d'autres logiciels. Alors là, je reviens avec Axe DevTool qui a toute une gamme de logiciels qui vont s'intégrer avec les outils de développement. Là, ça veut dire que quand votre développeur il va committer son fichier, il y a directement des tests qui vont se faire au niveau même du fichier.
Donc, si on manipule une image, il va aller voir s'il y a un halt qui est défini ou pas, par exemple. Après, Axef2 a aussi des outils qui peuvent s'intégrer pour les tests automatisés dont je vous parlais juste avant. En moyenne, 30 à 40% des problèmes d'accessibilité d'une page sont détectés grâce à ces outils. Ça veut dire qu'il en reste quand même un peu plus de 60 à détecter manuellement. D'où l'importance des tests utilisateurs et surtout des tests impliquant des personnes en situation de handicap. Un des principes fondamentaux du mouvement pour les droits des personnes handicapées, c'est rien sur nous sans nous. Ça, c'est très important. Donc, tester en impliquant des personnes en situation de handicap, c'est essentiel. Ça permet de valider la réalité d'usage. Donc, on a une page qu'on est persuadé, qu'elle est accessible, mais il y a peut-être effectivement à l'usage, on s'aperçoit que non, finalement, il y a un focus qui est pas bon, il y a un message d'erreur qui est pas lu par le lecteur d'écran, etc., etc. Ça permet de révéler des obstacles invisibles. Là, on parle de fatigue cognitive, de surcharge d'informations, de perte de contexte, de navigation non intuitive. Exemple, on a une page qui est super bien structurée, mais qui est tellement compliquée qu'une personne non-voyante n'aura pas la possibilité de se faire une image mentale de la page. Donc moi, ma page, elle passe tous mes tests. Elle a l'air parfaite. Puis quand je la regarde sur le papier, elle est bien. Mais finalement, elle est tellement dense que c'est pas possible pour une personne non-voyante de pouvoir comprendre de quoi ça parle. Donc, tester, ça permet effectivement d'améliorer l'expérience pour tous. Là, il faut savoir que toutes les solutions issues des tests vont bénéficier à tout le monde. Un des points là-dessus, c'est par exemple les moteurs de recherche, les moteurs d'indexation vont énormément se baser sur tout ce qui a été fait en termes d'accessibilité, en termes de structure, en termes de halt, en termes de H1, H2, H3, etc. Et puis le dernier point qui est à mon avis essentiel aussi, ça permet aussi de donner la parole aux premiers concernés. Alors, la solution la plus simple pour collaborer avec des associations ou des regroupements, la solution la plus simple est de collaborer avec des associations ou des regroupements. Là, je donne comme exemple le RAM, qui est le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Donc, eux fournissent ce genre de service et surtout, ils fournissent aussi un carnet d'adresses avec d'autres associations. Donc, vous pouvez travailler, si vous voulez travailler plus avec un public de jeunes qui ont des problèmes cognitifs, si vous voulez travailler. Vous avez comme ça accès justement à des associations qui vous permettront de les tester ce que vous avez besoin de tester. Je pense que c'était tout là-dessus. Mon troisième point, donc on a vu les tests et puis c'était quoi juste avant? Excusez-moi. Ouais. Mais mon troisième point, c'était donc la simplicité. Donc là, la simplicité, c'est quelque chose d'essentiel. Donc la simplicité alliée avec les notions d'accessibilité, elle va nous permettre de créer ce fameux pont entre le monde rationnel et le monde chaotique. Alors, trois champs. Il y a le design, donc un design simple, clair, facile à comprendre au premier coup d'œil. J'ai mis à droite une capture d'écran d'Alta Vista qui était le moteur de recherche essentiel, favori dans les tout débuts des années 2000. Et juste dessous, j'ai mis une capture d'écran du moteur de recherche qui est utilisé principalement aujourd'hui, Google. Donc on voit que quand même, il y a eu un travail au niveau de la simplicité qui a été fait entre les deux. Moins d'éléments égale moins de distractions. Moins de distractions égale plus de concentration sur l'essentiel. On en revient au message que vous voulez passer. Au niveau du contenu, donc des textes simples, directs, on va éviter effectivement d'avoir 15 idées dans le même paragraphe, on va éviter d'avoir des phrases interro-négatives, on va éviter le sarcasme, sauf si on l'indique, parce qu'on ne sait jamais quel est l'état d'esprit de la personne qui nous lit. Déjà, il est fort probable que la personne qui lit un paragraphe n'ait pas lu le paragraphe précédent, parce que quand on lit sur le web, on passe d'un paragraphe à l'autre en fonction de la densité, en fonction de l'image à côté, en fonction de plein de choses, mais on lit rarement du début de la première ligne à la dernière ligne. Donc, on va y aller avec des phrases simples, directes, avec des mots qui ont une signification, des mots qui sont pas forcément simples. On a le droit d'utiliser des mots compliqués, mais dans ce cas-là, on va s'arranger pour mettre une définition à côté, etc.
On va limiter le nombre d'actions par page aussi, on va garder cette simplicité à ce niveau-là. Par exemple, si j'ai une page d'authentification, je veux une boîte de login, je veux un bouton, et je veux pas nécessairement avoir un carrousel ou tout ça tout autour. Je veux garder quelque chose de simple. Structure logique et prévisible, donc bon, ben là, je pense que ça paraît évident aussi. Au niveau du développement, c'est également là qu'on va aller chercher la simplicité. Bon, déjà, on va pas commencer par réinventer ce qui existe. Donc, si on a besoin d'un bouton exclusif, on va utiliser un bouton radio. On va pas aller commencer à programmer pour inventer quelque chose d'autre. On va utiliser les balises à bon escient. Donc, une balise qui sert pour un titre, on va s'en servir pour un titre, pas pour faire joli. Il faut savoir que le HTML natif est généralement plus accessible que tout ce que vous pourrez inventer ou créer. Notamment, si vous utilisez, il y a certains frameworks JavaScript qui viennent avec des choses toutes faites, Material et compagnie. C'est pas toujours ce qui est le plus intéressant à utiliser, notamment en termes d'accessibilité. Dernier point, c'est qu'en tant que développement, moins de code, ça fait moins de bugs. C'est plus robuste, c'est plus facile à maintenir, c'est plus facile à faire évoluer. Donc on a tout à gagner à garder les choses simples. Je voulais finir par un petit air d'accordéon. J'ai aucune idée de l'heure, mais je pense que je suis encore dans mon temps. Il y a un comportement qui est très utilisé sur le web qui s'appelle donc un accordéon. Un accordéon, c'est généralement différents titres les uns au-dessus des autres. Et lorsque je vais cliquer sur un titre, une section va s'ouvrir. Dans cette section, je vais avoir un descriptif, un contenu, une image, un formulaire, etc. Les accordéons sont couramment utilisés pour réduire le défilement lors de la présentation de plusieurs sections sur le contenu d'une même page. Alors, donc là, à droite, j'ai mis un exemple d'accordéon, c'est une image, mais on va aller voir ça un peu plus en détail après. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon accordéon? J'ai un titre à cliquer, puis j'ai un contenu qui est masqué, le deuxième là est ouvert, par exemple. Dans ce contenu-là, j'ai du texte. Pour créer cet accordéon, je vais avoir besoin d'HTML pour baliser correctement mon titre et mon contenu. Je vais avoir besoin d'ARIA. Alors, ARIA, c'est des attributs HTML spéciaux, Accessible Rich Internet Applications, qui permettent d'indiquer au navigateur l'état de mon accordéon. Est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé, etc. Est-ce que c'est un accordéon déjà? Après, une fois que j'ai tout indiqué ça, il va falloir que j'utilise du JavaScript pour animer cet accordéon. Donc, quand je clique là-dessus, il va se passer quelque chose. Et puis finalement, du CSS pour mettre en forme. Je vais un tout petit peu plus loin. Alors, sur chacun de mes titres, il va falloir, donc un titre c'est une balise H1, H2, etc. Suivant où je suis dans ma hiérarchie. Là, il va falloir que je la rende focusable, donc qu'elle prenne le focus du clavier ou de la souris. Donc je vais le transformer en bouton. Après, il va falloir que je lui donne un aria pour lui dire que effectivement tu as un contenu caché. Donc c'est une information que je vais devoir donner au navigateur, notamment au lecteur écran. Et après, si j'ai comme j'ai un contenu caché, il va falloir que je lui dise, il est où ce contenu caché? Il ne faut pas que quand je clique sur le premier bouton, j'ouvre le troisième. Au niveau de mon contenu, c'est un petit peu la même chose. Il va falloir que je lui donne, que je l'associe avec le bon titre, que je lui donne un titre accessible pour qu'il soit repéré par mon lecteur d'écran, et puis que j'indique s'il est ouvert ou fermé. Je vais créer des styles pour rendre tout ça joli. Et puis, je vais créer un JavaScript. Le JavaScript, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire, quand il voit un bouton, il va associer un événement clic. Et quand je vais cliquer dessus, il va ouvrir ou fermer les uns les autres, suivant ce que je vais lui dire. Et à chaque fois qu'il va faire une action, il va modifier les arias des attributs dont l'état a changé. Si par exemple je clique là-dessus et que ça le ferme, il faut que ça dise que celui-là est fermé. Alors, concrètement, voilà, là j'ai fait mon HTML, j'ai une page HTML pour mes accordéons, donc j'ai mes boutons, mes titres, j'ai mes contenus, donc j'ai 3 boutons, 3 contenus. Ok, ça c'est juste mon HTML de base. Alors je vais remettre un tout petit peu plus d'HTML pour que ça ressemble plus à des accordéons.
Voilà. Donc là, j'ai effectivement, j'ai un look qui ressemble un peu plus à des accordéons. J'ai mis des CSS, mais je vois, il se passe rien quand je clique dessus. Là-dessus, donc, il va falloir que je mette mon JavaScript. Donc, je vais mettre mon JavaScript. Alors, je programme pas aussi vite, mais je l'avais préparé avant. Donc, normalement, voilà. Là, j'ai mis mon JavaScript. Donc, quand je vais cliquer sur un, je vais pouvoir l'ouvrir, le fermer, etc. OK. Mais il y a une autre manière de le faire. Cette manière de le faire, c'est en faisant du HTML pur. Donc, je vais utiliser pour ça une balise qui s'appelle details et qui contient donc une balise qui s'appelle summary pour le titre, et puis le contenu va être dans un div normal. Il va falloir que je rajoute un peu de CSS pour que ça soit joli, mais j'aurais pas besoin d'utiliser de JavaScript et j'aurais pas besoin d'utiliser Daria. Alors, on va voir vite fait ce que c'est. Alors, ouais, avant. Donc, par rapport à ma version d'avant, sur chacun de mes titres, je ne vais pas avoir besoin de dire que c'est un bouton, puisque en tant que summary, il est de bouton. Je ne vais pas avoir besoin d'indiquer des variables. Je ne vais pas avoir besoin de relever ça, de relier ça à un contenu, puisque le contenu va être dans la balise details. Pour le contenu, j'ai rien à faire. Je peux effectivement ajouter s'il est ouvert ou fermé. J'ai un petit attribut qui s'appelle open à rajouter. Il va falloir que je crée mes styles HTML pour que ça soit joli, bien sûr. Et j'ai absolument pas besoin de JavaScript. Alors là, on va juste revoir là-dedans. Donc ça, c'est, voilà, là j'ai fait mon HTML, j'ai mon titre, et puis bah, là ils sont fermés, mais vous pouvez voir. Ah oui, c'est ça, c'est que mon titre et mon contenu, mais là j'ai même pas besoin de JavaScript. Dès que j'ai fait mon HTML, c'est valide. Donc là-dessus, je vais rajouter un tout petit peu de de CSS pour avoir un look qui ressemble à l'autre. Il n'est pas exactement pareil parce que j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais voilà. Donc là, j'ai mon accordéon qui est tout à fait accessible. Il marche très bien. Le lecteur écran va comprendre que c'est un accordéon. Il va donner les bonnes informations à la personne. Et je n'ai eu absolument besoin d'aucune ARIA, d'aucun JavaScript. Et j'ai un code HTML qui est à peu près 5 fois plus court. Euh, voilà. Donc moi, je voulais rappeler un petit peu les 3 points. Simplicité au niveau du design, simplicité au niveau du contenu, puis simplicité également au niveau du développement. Et puis rester à l'écoute de qu'est-ce que je veux présenter et tester et faire tester surtout par des gens externes. Ça conclut pas mal ma présentation. J'espère que je suis dans les temps. Oui, parfait. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très intéressant. J'invite tout le monde à poser des questions. Levez la main, écrivez-les. J'en profite pour signaler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Lucille Bernard qui a fait un commentaire là, dans le clavardage. Je pense qu'il faut garder les interfaces simples, mais pas trop, pour ne pas perdre des informations et des contenus précieux. Merci aux vieux sites qu'on retrouve sur Archive et qui sont bien moches, mais pleins d'informations. Mais Simple. l'exemple pour les personnes d'un certain âge dont je fais partie, l'exemple Altavista à Google était vraiment marquant à l'époque. Altavista était déjà une page extrêmement remplie, puis Google est arrivé avec sa page quasiment vide. C'était frappant, ça a marqué les esprits, effectivement. Mais simple ne veut pas dire simpliste non plus. On peut quand même passer pas mal d'informations à travers un design épuré. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, juste un exemple, la balise de détail que je vous ai présenté, c'est moi honnêtement, ça a révolutionné ma vie. Je suis en train de, de le placer de plus en plus. Il y a également la balise dialogue qui existe. Exactement pareil. Donc là, c'est pour faire une fenêtre modale, une pop-up. C'est également quelque chose qui va être très simple à utiliser. Donc moi, ça va être mon chantier par la suite, ça va être d'essayer de travailler un peu plus avec ce dialogue et un peu moins avec des fenêtres qu'on n'arrive pas à fermer comme il faut, où on perd le focus ou ci ou ça. Mais ça me fait penser, petite question, est-ce que les développements récents en cours
du HTML ne sont pas beaucoup orientés vers une plus grande accessibilité d'ailleurs? Est-ce que c'est pas un axe majeur de développement au niveau du HTML? Ben oui, je pense que oui, mais ouais, je sais pas. Ben, par exemple, Detail, c'est dialogue, c'est des composants qui existent, enfin des balises qui existent depuis longtemps, mais qui n'avaient juste jamais été implémentées par les navigateurs finalement. Donc ça, c'est maintenant, ça marche sur tous les navigateurs récents, ça marche. Donc faut y aller, il faut s'en servir. Mais oui, les gens qui développent, qui travaillent sur le HTML en W3C, bon, on voit les ARIA dont je parlais, c'est aussi une, des balises qui ont été développées par les W3C, c'est pas un organisme un peu à part, mais ça fait partie aussi de ça. Donc l'accessibilité web, c'est de plus en plus au centre des préoccupations de tous ceux qui font du web. Puis quand on parle d'accessibilité, on va parler aussi de responsive. En fait, l'idée, c'est de s'affranchir du média le plus possible. D'où l'idée de se recentrer sur qu'est-ce que je veux faire passer comme message, qu'est-ce que je veux mettre en avant dans mes pages, plutôt que ah, j'ai vu un joli carrousel sur la bibliothèque de Sydney, je voudrais faire pareil. Par contre, si j'ai besoin d'un carrousel, je vais m'arranger pour que ce soit joli. Oui. Et accessible, Ça, je le dis même pas. C'est de base. implicite. D'accord, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va passer à la deuxième, donc de François Constantin Damour, qui est bibliothécaire ici à l'Université de Montréal. Donc, ça s'intitule Bibliothèque et universitaire inclusive, le rôle des technologies dans l'accessibilité des services et des ressources. François? Oui, bonjour, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est bon. Oui. OK. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des technologies dans l'offre de services accessibles pour les bibliothèques de l'Université de Montréal. J'ai essayé de faire la description générale du service, mais ça me prenait toujours plus que 20 minutes. Donc, je suis allé à ce qui était ce qui me tenait le plus à cœur, ce que je trouve le plus pertinent, et j'ai coupé 2 parties ici. Donc, les équipements et les applications. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a comme équipement et applications, vous pouvez poser des questions après et j'ai du contenu si vous en avez besoin. Donc, je vais commencer par vous expliquer dans quel contexte on a mis en place nos différents services technologiques par rapport à l'accessibilité. Et ensuite, on va faire le tour des technologies, on va faire le survol des services qui sont liés aux technologies d'assistance et ensuite le service d'adaptation documentaire. Donc, aux bibliothèques de l'Université de Montréal, on a l'objectif de tendre vers une accessibilité universelle des bibliothèques pour tous les utilisateurs et utilisatrices. Ici, ce qui est important, c'est le concept d'accessibilité universelle. Donc, on veut essayer de faire en sorte que la bibliothèque soit accessible à la base sans aménagement. Évidemment, c'est impossible à faire immédiatement, donc on dit tendre vers et on y va une décision à la fois, un choix à la fois. Et ensuite, le deuxième choix qu'on a fait qui est particulier, c'est qu'on offre les services à tous les utilisateurs et utilisatrices. On ne va pas demander de preuve de situation de handicap, on y va par le besoin ou la situation qui est handicapante. Maintenant, lorsque les services ne sont pas accessibles à la base, il y a le service accessibilité qui a été mis en place, dont le mandat est d'offrir des services accessibles à tous les usagers et usagères des bibliothèques, quelle que soit leur situation. Ici, on peut penser à l'accessibilité des espaces, des services et des collections. Pour ma présentation, en fait, j'ai réalisé qu'en termes d'espace, on n'a pas beaucoup d'aménagements qui concernent les technologies, à part peut-être la page web dont je ne vais pas parler parce que ce n'est pas moi qui m'en charge et je ne pourrais pas vraiment répondre à vos questions. Donc, pour les services à la communauté qui concernent les technologies,
On a le service d'adaptation documentaire pour les personnes ayant une déficience perceptuelle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne demandait pas de preuve de situation de handicap. Ici, ce n'est pas vrai pour le service de documentaire parce que la loi sur le droit d'auteur nous permet de faire des adaptations d'une œuvre entière si la personne a une déficience perceptuelle reconnue. Ensuite, on offre des équipements et des applications d'accessibilité selon les besoins des personnes. Ensuite, on offre des formations et du soutien à l'utilisation des applications et des équipements d'assistance. Ici, un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, les formations et le soutien doivent être aussi accessibles que les applications et les équipements. Donc, ça nous demande de faire des guides ou des formations qui sont adaptées aux besoins des étudiants. Et je serais d'accord en fait avec le concept de chaos. J'y avais pas pensé, mais ça reflète beaucoup quelque chose qui sous-tend beaucoup de nos choix. C'est qu'il faut prévoir l'imprévisible et chaque personne a une situation, un profil ou un contexte différent. Donc, il faut rester, pour nous, en fait, on a pris la décision d'essayer de rester flexible et versatile. Oui. Maintenant, pour pouvoir tendre vers l'accessibilité universelle, il faut aussi que le personnel des bibliothèques soit compétent en accessibilité et connaisse un peu ce qu'il en est, parce que c'est eux les premiers répondants. Donc, on va offrir de la formation et du soutien pour l'utilisation des applications aux différents membres du personnel. Et on a une page intranet qui contient des ressources sur l'accessibilité qu'on essaye d'augmenter au fur et à mesure. Fait intéressant, récemment, on a fait une présentation sur comment rendre les LibGuides et les documents Word plus accessibles, toute la production des membres du personnel qui vise les usagers. On a fait une formation pour qu'ils soient plus accessibles à la base. Ensuite, un autre point important, c'est la collaboration avec les autres bibliothèques universitaires pour le partage de bonnes pratiques, parce que c'est un domaine qui est assez pointu et qui change très, très rapidement. Donc, c'est important de pouvoir diffuser l'information, nos tests et nos bons coups, quoi, et nos mauvais coups aussi. Maintenant, en termes d'accessibilité de nos collections, on a probablement le service d'adaptation documentaire dont j'ai déjà parlé. On a une collection des titres qu'on a adaptés qui nous permet de réutiliser les documents qu'on a déjà adaptés pour ne pas avoir à les refaire. Ici, c'est important de spécifier que pour le respect du droit d'auteur, on ne peut pas rendre la collection accessible directement à tous les usagers. C'est une collection qui est privée et qui est sur demande, en fait, par les usagers. Ensuite, on essaie autant que possible d'acquérir des titres numériques qui sont accessibles pour essayer d'augmenter notre offre de titres accessibles dans notre collection générale. Une des parties, je pensais en fait que dans la présentation de BNQ, quand il parlait de chaos, vous en parleriez, mais en fait, vous n'avez pas du tout parlé de ça. C'est la variété des plateformes auxquelles on fait référence, les différentes bases de données. Les différents fournisseurs de titres numériques ont tous des plateformes différentes qui ont des traits d'accessibilité, des points positifs et des points négatifs qui sont différents. Et c'est très, très dur de naviguer là-dedans et d'aider les étudiants avec leurs différentes situations de handicap de pouvoir l'utiliser efficacement. Donc, on est en train d'évaluer les différentes plateformes pour trouver les stratégies à utiliser, les choses à éviter pour pouvoir aider les étudiants à naviguer justement dans ce chaos de plateformes disparates. Oui, un autre point très important pour l'accessibilité des collections, c'est qu'on utilise les services des différents réseaux de partage de titres en format accessible, tels que Emma, Atitros, AccessText aux États-Unis. C'est des ressources inestimables qui nous font sauver des centaines d'heures par année. Un de nos projets serait d'éventuellement réussir à participer pour partager nos titres qu'on a fait pour les diffuser aux différents membres des différentes bibliothèques. Maintenant, on va passer à un service qu'on a mis en place l'année passée, qui est le service d'adaptation documentaire. Donc, le service d'adaptation documentaire a pour mandat de adapter les titres de nos collections pour les personnes avec une situation de handicap ayant une déficience de lecture de l'imprimé spécifiquement pour le respect du droit d'auteur. Et c'est les titres de nos collections, donc on possède tout le temps une version du livre qu'on va adapter.
Pour le processus, premièrement, le processus commence tout le temps par une demande d'une personne en situation de handicap. On ne peut pas adapter une collection comme ça ne respecterait pas le cadre de la loi. Donc, une personne en situation de handicap qui va nous faire une demande. Ensuite, on va vérifier sa situation de handicap, s'il répond aux exigences de la loi. Et ensuite, une partie qui est très pertinente et nécessaire, c'est de faire son profil techno. Donc, chaque personne a une situation de handicap, certaines compétences informatiques qui peuvent varier et un contexte dans lequel ils vont utiliser leurs documents. Souvent, c'est des cours dans des disciplines. Donc, quelqu'un qui sera en littérature n'a pas nécessairement besoin que son document soit fait de la même façon que quelqu'un qui est en sciences infirmières ou en médecine. Donc, on va écrire un profil techno pour cette personne-là qu'on va peaufiner au fil des mois et du temps avec qui on va travailler avec l'étudiant. Ensuite, on va vérifier si le titre est disponible à travers les différents réseaux de partage. Voir si c'est une version institutionnelle accessible. Je dis institutionnelle parce qu'on adapte une version de notre bibliothèque et non une version qui est détenue par l'étudiant. Donc, faire une petite parenthèse, on ne peut pas faire affaire avec les services d'ONA de Copybec parce qu'ils exigent que la personne possède une version, tandis que nous, on veut adapter notre version de la collection. On ferme la parenthèse. Donc, une fois que tout ça est fait, on va numériser le livre. Ensuite, on va faire la reconnaissance optique de caractère pour extraire le texte de l'image. Ici, c'est super important que la numérisation ait une influence directe sur le temps d'adaptation pour la reconnaissance optique de caractère. Donc, c'est vraiment important d'avoir une numérisation de très, très haute qualité. Ensuite, on va faire l'adaptation, la correction du texte qui a été extrait et on va le mettre en forme selon les besoins de la personne. On va transmettre le titre à partir d'un hyperlien pour que ça soit le plus convivial et on catalogue et archive nos documents. Donc, en termes de ressources humaines, ça implique la collaboration d'un bibliothécaire service d'accessibilité, qui est moi en l'occurrence, du travail de 7 techniciennes en documentation. Donc, elles vont faire l'extraction du texte des formats images et la correction, la mise en page et la production du format final. Et on utilise les commis au prêt pour faire la numérisation. Et on a besoin essentiellement d'un technicien en informatique pour gérer toutes nos licences, les bugs qu'il peut y avoir dans nos documents. C'est un rôle qui est un peu en retrait, mais il est vraiment essentiel, surtout quand il y a un bug, on a besoin que ça soit réglé rapidement. Parce qu'une des particularités à l'université, c'est que notre production doit être faite selon souvent l'horaire du cours de l'étudiant, donc à la semaine. Et on va produire des documents qui sont plus fonctionnels que artistiques. Donc, on va faire des documents que l'étudiant peut utiliser dans un certain contexte et on a des délais très, très courts. Donc, c'est très important que tout notre matériel fonctionne tout le temps. À travers notre processus, on peut faire plusieurs formats selon le besoin. Le premier, c'est le PDF image, qui est en fait la numérisation qu'on va paginer et titrer. Et qui va pouvoir servir à quelqu'un qui aura un problème de mobilité pour qu'il puisse utiliser le livre à travers une souris adaptée ou un clavier adapté. Ensuite, on peut faire un PDF consultable où le texte va être consultable. On va vérifier l'ordre de lecture des différentes sections pour que ça soit cohérent, que le titre vienne avant le texte, par exemple. Et il est toujours paginé, titré pour la navigation. On peut également faire le format en texte Word, qui est étrangement le format privilégié des étudiants parce qu'il est très versatile, il est très stable. Contrairement au PDF, des fois, il y a certains bugs de programmation dans le PDF qui est mal structuré, puis il peut faire des problèmes d'accessibilité. Word, ça arrive jamais. Ensuite, avec le format Word, on peut faire un format e-text, qui est un format qui est balisé selon les normes Braille pour décrire tous les éléments visuels pour qu'une personne aveugle puisse consulter le livre avec son lecteur d'écran. Donc, on va dire le début de la page, le début du tableau, la fin du tableau, les notes en bas de page, les encadrés, les définitions, les images. Une particularité pour nous, c'est qu'on ne décrit jamais les éléments visuels, malgré que ça fait partie des normes d'accessibilité, parce que dans le contexte des cours à l'université, on pourrait causer plus d'erreurs que de régler de problèmes
en décrivant les images, parce que c'est à peu près impossible de savoir ce que le professeur veut convier avec une image. Et des fois, les images sont très complexes à décrire comme, je sais pas, un graphique de dispersion avec des points ou un schéma complexe d'un organigramme quand on veut juste dire que, OK, il y a le président général, certains sous-responsables, ainsi de suite. On ne va pas passer 25 minutes à décrire un schéma pour finalement créer plus d'erreurs que d'autres choses. Ensuite, il y a le format EPUB qui était intéressant parce qu'on avait évalué de ne pas le prendre parce qu'on a besoin de la pagination. Et le format EPUB, vu qu'il est redimensionnable, il ne conserve pas la pagination originale, ce qui est un gros problème pour la citation dans les travaux universitaires. Donc, on l'avait éloigné et les étudiants ne sont pas habitués de l'utiliser quand ils arrivent du cégep. Mais en ce moment, je suis en train de le réévaluer parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont publier leurs documents en EPUB pour respecter la nouvelle loi européenne sur l'accessibilité. Donc, on est en train de le réévaluer, mais le problème de la pagination est quand même important parce que c'est très central de pouvoir bien citer dans un travail universitaire. Donc, maintenant, côté matériel. Pour la numérisation, on a un numériseur I2S eScan Open System, ce qui est un numériseur de très grande qualité. On a une lentille photographique et non un scanner, ce qui change la rapidité du scan parce que ça prend un instantané au lieu d'avoir un balayage de gauche à droite. Donc, pour la rapidité de la numérisation, c'est beaucoup plus rapide et la qualité est optique, c'est très, très bon. Ensuite, il y a un écran qu'on peut voir ici dans l'image qui permet de voir en temps réel ce qu'on va numériser. Donc, ça évite de faire des erreurs, de manquer une partie de la page. On le voit en caméra, ce qu'on va numériser. Ensuite, on a un pédalier qui vient avec pour pouvoir numériser avec le pied et libérer les mains pour manipuler le livre, ce qui aide aussi à la rapidité. Et il y a un éclairage qui est inclus, qui est ajusté et il n'y a absolument jamais d'ombre, ce qui est quand même très important pour l'extraction du texte ensuite. Ensuite, on peut voir qu'il y a un plateau mobile qui permet d'ajuster à l'épaisseur du livre, mais aussi chaque partie du plateau peut s'ajuster indépendamment pour s'ajuster à la tranche du livre pour éviter justement l'espèce de courbure qu'on peut avoir quand on numérise un gros livre. Ensuite, il y a une vitre qui est anti-reflet qui permet de bien peser sur le livre pour que ça soit bien plat et qu'il n'y ait pas de courbe, ce qui aide aussi beaucoup pour la reconnaissance optique de caractères. Avec le numériseur, on peut calculer un rendement d'à peu près 360 à 700 pages à l'heure, dépendamment du livre puis de l'habitude du commis. Donc, le numériseur fonctionne avec le logiciel LinCapture qui permet de gérer des images en qualité optique. Donc, on peut avoir des images jusqu'à 100 MB par image, ce qui est très, très important. Ça permet aussi de calibrer les couleurs, la balance des blancs et de corriger les images. C'est son interface qui est plutôt simple, donc ça peut éviter des erreurs une fois qu'il est bien configuré. Les commis, avec 1 heure de formation, réussissent à faire un travail exceptionnel et éviter la majorité des erreurs. On peut voir ici à gauche qu'il y a les vignettes des images qu'on vient de numériser, donc on peut savoir c'est quoi la page qu'on vient de faire et puis pas se demander est-ce qu'on l'a déjà fait ou pas. Au centre, on peut choisir avec les cadres rouges et bleus la partie qu'on veut photographier. Donc là, on a 2 images par numérisation. Et à droite, il y a les différentes fonctions. Donc, une fois que la numérisation est faite, on sauvegarde en PDF ou en JPEG, dépendamment, et on va faire la reconnaissance optique de caractère. La reconnaissance optique de caractère est faite avec le logiciel Abby Fine Reader. Il y en a plusieurs autres. On l'a choisi parce qu'il est un peu plus abordable et il fait un très bon travail, très efficace. Donc, ça, c'est son interface qui permet d'avoir un bon workflow. Ici, on va télécharger les images. À gauche, on va voir les vignettes des images. Dans le centre, c'est une photo agrandie de l'image où on va sélectionner les zones du texte. Ça peut se faire manuellement ou automatiquement. Pour un roman, on le fait faire automatiquement au complet d'un coup et c'est parfait. Pour un manuel comme on a ici, il faut souvent le faire manuellement pour définir c'est quoi les zones. Ici, on voit en bleu du texte et en vert, on voit que c'est un tableau. Et on voit aussi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est l'ordre de lecture.
Ensuite, à droite, on a l'éditeur de texte où on peut faire les corrections, corriger les coquilles, ajuster. Les caractères dont le logiciel a un doute vont être affichés en turquoise, comme on peut voir. Donc, on peut regarder rapidement et voir ceux que le logiciel a un doute pour les corriger à cette étape-là. Abby FineReader permet de sauvegarder en plusieurs formats d'exportation, dont Word, qui est le format privilégié parce qu'après, on peut le corriger puis faire beaucoup de mise en page. On peut le sauvegarder en PDF, on peut le sauvegarder aussi en EPUB, en HTML. Donc, une fois qu'il est sauvegardé, on peut faire la correction et la mise en forme avec Word. Le logiciel Word est assez simple, tout le monde l'a, mais en fait, il est inestimable parce qu'il offre une grande gamme d'options qui servent beaucoup pour l'accessibilité, dont la pagination selon l'original pour la navigation. On peut faire une table des matières à partir des styles automatiques qui vont être accessibles. Donc, quelqu'un avec un lecteur d'écran pourrait se faire la liste des titres ou la liste des liens et accéder aux différentes sections du livre, ce qui est vraiment utile à l'université parce que souvent, on ne lit pas un livre, on le consulte. Donc, c'est vraiment important d'avoir des options d'accessibilité, de navigation pour pouvoir accéder aux sections. Ensuite, on peut utiliser différentes macros pour faire certaines opérations automatiquement, comme transformer des balises qu'on aurait mis en abréviation, en mots complets ou faire des modifications dans la mise en forme. On peut faire une mise en page complexe, gérer les tableaux, les encadrer, les colonnes et ainsi de suite de façon assez simple. L'ordre de lecture est très, très clair avec Word, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec PDF. Et il y a plusieurs fonctions d'aide disponibles aussi pour la lecture. C'est peut-être pour ça que les étudiants privilégient le Word, parce qu'il y a déjà beaucoup d'options de lecture en voie de synthèse, modification du contraste, inversion des couleurs, suivi du mot lu, qui sont disponibles directement avec Word. Aussi, un autre outil inestimable pour la correction, c'est Antidote, ce qui a l'air bête, mais lorsqu'on a un livre de 1500 pages et qu'il y a une coquille qui est systématique, qui arrive 10 000 fois, avec Antidote, on peut les corriger d'un seul coup. Donc, c'est un outil essentiel pour avoir un document propre parce que la reconnaissance optique de caractère fait tout le temps des coquilles, veut pas. Même s'il y a un taux de précision de 99%, c'est quand même potentiellement une faute à tous les 100 mots. Donc, ça, c'est pour le document Word. Ensuite, si on veut l'exporter en PDF, on va utiliser Adobe Acrobat Pro pour ajouter la pagination. On peut faire des paginations multiples pour respecter les pages préliminaires puis les pages en chiffre arabe dans un livre. Comme ça, on peut atteindre la page avec les options du lecteur d'écran ou les options d'une liseuse. On peut ajouter des signets pour la navigation. Les tables des matières sont également accessibles par hyperlien. On peut modifier le format de fichier pour PDF-A, PDF-UA et ainsi de suite. On peut ajouter et supprimer des pages, faire des corrections dans l'ordre de lecture, mais ici, c'est par parcimonie parce que c'est quand même assez lourd comme processus. Et un autre avantage, c'est qu'on peut vérifier l'accessibilité du PDF avec Adobe Acrobat Pro. Et il y a un rapport d'accessibilité. Et lorsqu'on a besoin de détails, on peut aller vers l'aide. Il va nous expliquer en détail c'est quoi le problème d'accessibilité. Fait que c'est formateur aussi, c'est vraiment bien. Et ça voit la plupart des erreurs d'accessibilité. Donc, une fois que les documents sont faits, on a le processus de transmission, catalogage et archivage qui se fait à partir d'une application maison qui est une interface sur Angular et basée sur un Bootstrap. En fait, et un système Node.js. En fait, je ne connais rien, c'est la personne qui le fait, qui est Natalia Jabinski, qui est analyste en informatique, qui m'a expliqué ça. Et c'est une base de données MySQL. Donc, l'idée, c'est qu'il permet de cataloguer les titres, de les archiver aussi, les fichiers à travers le catalogue, de faire la recherche des titres et de transmettre les documents aux étudiants avec un lien unique sécurisé. Donc ici, c'est l'interface de recherche, juste pour vous montrer comment c'est plutôt simple. Et c'est la fiche détaillée avec le fichier qu'on voit en bas, voire le fichier qui est associé à la fiche. On voit aussi que dans le bas, on a format pour les éléments de l'accessibilité, l'élément visuel, document complet et la description. Donc, ça fait le tour pour la première partie.
Arrêtez le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci. Il y en avait une dans le clavardage, Lauriane, qui demandait si c'était cette technicienne à temps complet. C'est quoi? Non. Quand tu Bonne décrivais question. les ressources utilisées. Oui, c'est à la demande. En fait, c'est fait selon les demandes. C'est dans l'idée de rester versatile, justement, puis flexible. Les demandes ne sont pas uniformes, puis il faut les faire souvent rapidement. Donc, c'est le travail de cette technicienne à temps partiel pour pouvoir répondre rapidement à chaque demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Voulais-tu ajouter un peu de contenu, François? Ben, je peux, justement. Il me resterait combien de temps? 5 minutes? Ouais. Okay. Partage. Et voilà. OK, vous voyez? Donc, bon. Pour les équipements d'assistance, en fait, on a un numériseur qui est accessible pour les étudiants qui voudraient faire leur propre numérisation. Donc, on a un poste qu'on a fait pour qu'ils puissent faire leur propre adaptation pour les petits documents. On peut aussi les former à le faire pour les rendre autonomes. Ce qui est une grosse partie aussi du mandat que de les mener vers l'autonomie. Parce que quand ils sortent de l'université, ils n'ont pas nécessairement accès à notre service et c'est bon qu'il y ait le maximum d'outils pour pallier à leur situation de handicap. On a des écrans grand format qui peuvent paraître anodins, mais lorsque quelqu'un utilise le grossissement, ça permet d'avoir plusieurs mots de plus par ligne. Donc, au lieu d'avoir 3 mots par ligne, puis faire un espèce de document qui va faire 10 000 pages, on peut avoir 5-6 mots par ligne. Donc, ça fait quand même une belle différence pour les personnes malvoyants qui utilisent le grossissement. On a en fait 3 téléagrandisseurs qui permettent d'agrandir du texte papier. Et ici, la partie intéressante, en fait, c'est qu'il fait la reconnaissance optique de caractère. Donc, il va extraire le texte d'une image d'un format papier qu'on aurait mis en dessous sur le plateau et faire la synthèse vocale en temps réel. Ce qui est vraiment utilisé par les étudiants, ils trouvent ça très intéressant. On a 3 comme ça qui sont diffusés dans les différentes bibliothèques de l'Université de Montréal. On a une plage tactile pour les personnes aveugles. La plage tactile permet la lecture en braille du texte affiché à l'écran. Et ça, c'est une plage 40 caractères qui est une demi-ligne environ. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, j'ai pris une photo. On voit ici, c'est des séries de 8 caractères qui sont les lettres braille. Et les petits points blancs vont monter et descendre pour afficher chaque lettre en braille. Donc, la personne peut, de façon dynamique, lire ce qui est affiché à son écran. Et les points gris en dessous, c'est pour placer son curseur à cet endroit-là. Donc, quand il écrit un texte, il peut lire sa ligne et se déplacer, faire des corrections. On a également une plage tactile 80 caractères. On l'a acheté, malgré qu'elle est beaucoup plus chère, je pense que c'est 3 fois le prix, parce que il y a peu d'étudiants qui vont avoir cette plage-là, vu qu'elle est beaucoup plus chère, mais elle est aussi beaucoup plus difficile à transporter parce qu'elle est grande. Mais elle est utile pour tout ce qui est mathématique, toutes les formules, les symboles, les phrases qui sont longues, comme à l'université, des fois on voit des phrases qui font 5-6 lignes, qui peuvent avoir une plus-value. Et en plus, on a un clavier braille, les touches bleues qu'on voit, qui permet aux personnes d'écrire avec le clavier braille, qui est beaucoup plus utile pour les symboles, les formules et les caractères spéciaux qui sont difficiles à écrire avec un clavier régulier pour une personne aveugle. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a acheté la 80 caractères. On a une imprimante braille, on peut voir, qui permet d'imprimer, embossé des petits documents comme un formulaire ou un guide d'instruction ou des choses que l'étudiant aurait besoin pendant un atelier, mettons, qui ne pourrait pas utiliser le document électronique. On a beaucoup de logiciels. Je ne vais pas passer par le détail. On a des logiciels de reconnaissance optique de caractère, reconnaissance de la voix, transcription orale. On peut utiliser l'ordinateur avec des commandes vocales. Zoom Text pour le grossissement, JAWS et NVDA pour le lecteur d'écran. Ici, c'était encore dans la versatilité parce qu'on a les deux, JAWS et NVDA, parce que les gens qui viennent de l'extérieur du Québec utilisent souvent NVDA, mais au Québec, sont habitués avec JAWS. Donc, c'est important de pouvoir rester versatile et combler les besoins des personnes qui ne soient pas obligés de réapprendre à utiliser un nouveau logiciel.
On a des logiciels d'aide à l'écriture pour les personnes dyslexiques, dysorthographiques, mais ils sont aussi utilisés beaucoup pour la synthèse vocale pour les personnes qui auraient dyslexie, troubles de déficit de l'attention et ainsi de suite. Donc, on a 3 logiciels encore parce que lorsqu'ils arrivent du cégep, ils ont des habitudes et ils ne sont pas nécessairement formés sur les mêmes logiciels. Donc, on essaye de pouvoir répondre à leurs besoins pour pas qu'il y ait besoin encore de réapprendre à utiliser un nouveau logiciel. Mais, en fait, la partie importante, je trouve ici, c'est que malgré tous les logiciels spécialisés, une des parties les plus importantes de notre offre de service, c'est les fonctions d'accessibilité des applications communes qui sont sur tous les ordinateurs. En fait, souvent, on les sous-estime, mais ils sont très utiles. Et vu que tout le monde y a accès, ça peut aider autant les personnes en situation de handicap que les personnes qui auraient juste le goût de se faire lire ou de grossir ses caractères parce qu'ils sont tannés puis ils veulent lire plus large. Euh, Par exemple, il y a Edge qui fournit une très bonne synthèse vocale avec un suivi du moulu. Ce qui veut dire qu'il va lire en synthèse vocale et il va mettre en surlignement tous les mots. Fait qu'on peut lire et écouter en même temps, ce qui est vraiment utile pour une meilleure rétention, qui permet d'agrandir aussi le texte de façon très cohérente. Word, comme j'ai dit tout à l'heure, a des fonctions de lecture en synthèse vocale, suivi du mot lu, agrandissement, contraste élevé, panoplie d'options d'aide à la lecture, vraiment bien fournies, je trouve. macOS et Windows ont littéralement aussi un lecteur d'écran pour les personnes aveugles, une synthèse vocale, le grossissement, la gestion de la police de caractère, la reconnaissance de la voix. Donc, on peut utiliser Windows et Mac avec des commandes vocales à partir des options de Windows et Mac. Ils ne sont pas aussi efficaces que les logiciels spécialisés, mais ils font quand même un excellent travail. Ouais, je pense que je vais arrêter ici pour ne pas dépasser trop. Mais ouais, c'est une partie, je pense, qu'on sous-estime beaucoup, qu'il y a des choses qui sont disponibles en ce moment. Puis on essaie souvent d'aller vers des logiciels super pointus, mais en ce moment, surtout avec l'intelligence artificielle et le développement des technologies, il y a beaucoup d'options d'accessibilité, puis ça devient une priorité pour beaucoup de fournisseurs. Et ces applications-là manquent beaucoup d'être connues et diffusées. Et souvent, ça peut aussi aider les gens qui travaillent ou les autres personnes à mieux comprendre la situation des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Moi, peut-être juste une petite remarque complémentaire à ce que tu viens de dire sur ce qui est déjà intégré comme à macOS ou Windows. Les téléphones aussi ont des bonnes fonctions d'accessibilité maintenant. Puis des fois, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux comment on peut aider les clientèles avec ces situations-là, c'est de les activer sur nos appareils pour voir un peu. Bon, je pense qu'à la longue, là, ça peut être un peu dérangeant, là, certaines choses, ou en activer certaines, mais pour comprendre, en fait, ça ne coûte rien. On les a sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Ça permet de voir c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour les aider. Oui, effectivement, je pense que plusieurs personnes peuvent formation. bénéficier aussi de la lecture à l'écran. Pas juste. Ouais. On avait une formation de la Belgique qui était venue pour vanter les options de iPhone, que la personne aveugle utilisait sa canne et son téléphone. Le téléphone voyait, prenait, et il narrait tout ce qu'il pouvait lire dans l'environnement. Ce qui est vraiment une bonne option pour les adresses, les noms de rues, les magasins, puis ainsi de suite. Et il montrait des vidéos, c'est vraiment fonctionnel, mais c'est quelque chose que je ne l'ai pas entendu ici au Québec encore. Donc, un bel exemple. Ouais. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Comment vous faites connaître cette offre de service à la communauté universitaire et comment ils vous contactent pour bénéficier de ce service-là? Et combien vous avez eu à date de demandes depuis la mise en place de cette offre? Oui, pour la diffusion, c'est une excellente question. On essaye de toucher toutes les bases. On est en lien très proche avec le service de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap, le SPECH. Donc, c'est eux qui accueillent et qui donnent les plans d'intervention, qui font l'évaluation des besoins de tous les étudiants. Donc, eux, ils peuvent déjà être une première porte d'entrée. On a le site web qui décrit les services. On fait ce qu'on fait aujourd'hui, d'essayer d'en parler, mais aussi tous les bibliothécaires, les commis, les techniciens, on essaie de les sensibiliser à la situation parce que c'est eux nos yeux
c'est eux le premier contact. Et donc, c'est eux qui peuvent dire, ah, tu as quelque chose? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, je vais te référer à François. Au service d'accessibilité, où j'ai entendu qu'il y avait une fonction qui faisait cette chose-là. Donc, c'est eux qui peuvent nous les référer en premier. En termes de nombre de personnes, c'est variable. En ce moment, je pense que c'est 40 étudiants par session à peu près. C'est ça. C'est à peu près une quarantaine d'étudiants, mais c'est vraiment variable parce que ça dépend du nombre d'inscriptions. Et chaque étudiant n'est pas du tout équivalent à un autre parce on peut avoir un étudiant au doctorat aveugle qui va prendre plus de temps que 20 étudiants qui ont un déficit de l'attention au bac. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester flexible puis d'avoir le travail de plusieurs techniciennes qui est à la carte, genre à la demande. Parce que si on a des grosses demandes lourdes, ben là, il faut pouvoir mettre plus de ressources, mais s'il n'y en a pas, il faut qu'ils puissent continuer leur travail. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Merci, François. Aux questions? Merci encore. Donc, on va passer à la troisième présentation, donc sur l'application mobile pour l'emprunt de la documentation avec Louis Germain et Nicolas Boulay, donc de l'Université Laval. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Louis Germain, analyste d'affaires à la bibliothèque de l'Université Laval. Puis je suis avec mon collègue Nicolas qui va vous présenter la deuxième partie de la présentation. J'ai très hâte de vous montrer la démo. Je suis très fébrile à vous montrer l'application mobile, mais avant, je vais vous faire languir un peu. J'ai quelques petites planches PowerPoint. Là. Question de faire durer juste que je présente là. Vous voyez tout mon écran, je pense. Je vais vous présenter comme ça. Bon. C'est bon. Donc, le plan de la présentation, on va vous expliquer un peu le contexte puis le projet en tant que tel rapidement. On va faire une belle petite démo. Je vais essayer de la faire live, là, mais vous savez que des fois, avec OCLC, il faut qu'on prie un peu pour qu'il fonctionne au moment où on fait la démo. Quoique, dernièrement, il est assez fiable. Et après ça, on va vous parler des secrets en dessous, l'architecture, les API qu'on a utilisés pour aller chercher l'information sur les documents et les usagers qui utilisent l'application ici pour faire fonctionner le processus. Et il y aura une petite période de questions aussi après si vous en avez. Bon, pour le contexte général, c'est sûr qu'on avait une super équipe de développement, mais il n'était pas tout seul. Il y avait vraiment un travail collaboratif avec les communications, aussi un autre service de l'Université Laval pour les normes de l'université pour s'assurer qu'on respectait les règles de l'art. Aussi, pourquoi on a fait l'application, c'est qu'il y a une volonté institutionnelle pour développer des applications mobiles pour que les facultés et les services aussi développent des applications mobiles. On a dit, on va profiter, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, pour participer à ça. Puis, il y a une question aussi de modernisation. Les étudiants aiment bien utiliser leur téléphone de plus en plus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret là pour faire quoi que ce soit. On a dit, on va en profiter pour moderniser nos outils. Et aussi, on vient de pousser tous nos documents à l'université. Bien, pratiquement tous nos documents. Il nous en reste encore quelques-uns à pousser, là, ceux qu'on a prêtés et qui ne sont pas encore revenus, bien sûr. Puis on a des bornes d'auto-prêt. On s'est dit, ben, ça serait le fun qu'on offre une alternative d'une borne d'auto-prêt. On a regardé qu'est-ce que ça faisait une borne. On s'est dit, c'est assez simple quand même, on va essayer de le reproduire sur le téléphone. Donc, on a réussi à faire ça, on va vous présenter l'outil tantôt. Et aussi, d'un même coup, on bonifie notre équipe de développement. C'est un beau projet. C'est une opportunité pour eux autres d'apprendre, d'ajouter cette expertise-là de développement d'applications mobiles pour iOS et Android. Donc, voilà le contexte. Bien sûr, il y a eu des défis là, durant le projet. L'interaction avec la puce, les connaissances au niveau de la puce, c'est quand même, il y a une structure de la puce, il y a de la sécurité au niveau de la puce. Il y a les modules NFC qu'on retrouve sur Android et Apple, sur iOS. Bien comprendre comment ça fonctionne, ces modules-là, c'est quoi la limite de les puces. Fait qu'on on a vu tout de s'approprier ces connaissances-là. La partie aussi avec WMS, toutes les API, nous, on avait un processus en tête pour faire
l'emprunt, on s'est dit, est-ce qu'on peut le réaliser avec ce qu'on a du côté des API d'OCLC? On a même rencontré au CLC parce qu'il y avait comme des manques dans leurs API. On leur a demandé s'ils pouvaient bonifier les API. Bref, bon, on n'a pas eu, on a eu quelques réponses, là, mais on a encore des choses qui nous manquent. Mais on a quand même réussi, sans ça, à faire des prouesses pour arriver au processus qu'on voulait mettre en place lors de la transaction. Et bien sûr, notre collègue Martin tantôt expliquait que donc on s'est posé beaucoup de questions. On a fait des tests jusqu'à la semaine dernière. Le projet, on a commencé l'année dernière, puis on a fait des tests au début, on a fait des tests avec différents types d'utilisateurs. Et aussi, on a voulu garder ça simple et intuitif, là. Et je pense qu'on a réussi à faire cela. Fait que voilà pour les défis. Donc, j'approche la démonstration. Je me suis préparé un plan B, mais là, donnez-moi une minute que je me connecte à la réunion avec mon téléphone. Ça va être pas mal plus. Donc, ajouter cet appareil. Donnez-moi quelques secondes encore. Je vais partager l'écran de mon téléphone sans l'audio. La diffusion. Là, c'est la diffusion. Ça devrait apparaître dans quelques secondes. Vous me le dites, vous voyez mon... Oui, vous le voyez? Et je le vois pas encore. Donc, vous voyez mon écran? Ah, parfait. Donc, on a en bas, vous voyez que deux applications, deux icônes rouges en bas. On a une application en production et Bibliop Dev. Bibliop, c'est le nom de l'application. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer l'application en production. Donc, on a un écran de connexion. On explique là, un petit mot de bienvenue. La personne, l'usager peut choisir français ou anglais. On a un lien vers les confidentialités et les conditions d'utilisation. Si je paye sur la petite flèche rouge, je vais me connecter au logiciel. Bien sûr, il faut que j'autorise au CLC. Donc, on demande à la personne s'il veut continuer. S'il annule, ben là, il ne pourra pas utiliser l'application. Donc, ici, je vais bien sûr faire continuer. Là, je me suis connecté, moi, tantôt. Ah, mais c'est bon. Ici, on voit que je dois choisir si je suis un membre de la communauté. L'application, elle peut être utilisée par un membre de la communauté ou on a aussi quelques utilisateurs qui ne sont pas des membres de la communauté. On a une entente avec la Ville de Québec, donc ils pourraient aussi utiliser l'application. Mais ici, moi, je suis un membre de la communauté. Et il y aurait une étape de plus, mais vu que je me suis connecté tantôt, si je n'avais pas été connecté avec mon identifiant de l'Université Laval, là, il y aurait eu un écran pour que je me connecte à Office 365. Ici, on ne le voit pas parce que j'étais déjà connecté. Donc, ici, j'arrive à l'écran d'accueil de l'application Bibliop. On a accès à une vidéo pour voir la transaction. Parce qu'on parlait tantôt des défis. Le défi aussi, c'est que la personne, la transaction, il y a 4 étapes principales. On voulait que la personne, faut que quand elle commence à détecter la puce, il faut qu'elle ne touche plus à son... faut plus qu'elle bouge son téléphone jusqu'à la fin de la transaction. On a décidé de mettre une vidéo. Donc, si je clique ici, ça va m'amener vers la vidéo pour montrer à l'usager. C'est la première vidéo qu'on a fait. On va la bonifier. On va faire une deuxième version. Donc, ça explique un peu comment faire pour emprunter un document. Je ne vous passerai pas la vidéo, ce n'est pas le but ici présentement. Aussi, dans cet écran-là, on ne le voit pas en ce moment, mais si on avait des messages, on sait, mettons, que OCLC va être down, ne sera pas disponible, les services OCLC ne seraient pas disponibles demain. On pourrait écrire ici, noter que demain, l'application ne fonctionnera pas, ou on pourrait envoyer d'autres messages quelconques. On a cette option-là dans la page ici. On a aussi un petit menu hamburger ici en haut à droite où on peut mettre des liens. En ce moment, on a un lien vers le profil, des liens utiles de la bibliothèque. On va les regarder. Donc ici, on a mis des hyperliens vers des pages très utiles de la bibliothèque. Puis ici, comment modifier ça? On n'a pas besoin de recompiler l'application à chaque fois qu'on veut modifier ça ici. C'est qu'on a aussi derrière cette application-là un site web de gestion de ces liens-là. On peut paramétrer, on peut rajouter un lien, désactiver un lien. Donc, c'est dynamique.
Donc, on n'a pas besoin de republier une nouvelle version dans l'App Store si on veut changer ça ici. Évidemment, si quelqu'un clique sur un lien, bien là, il va sortir de l'application, ça va aller dans son furteur. On a mis bon, une section pour les commentaires, nous joindre. On permet à l'usager aussi de se connecter. Puis, on va aller voir le profil. Le profil, c'est le profil qu'on retrouve dans OCLC. Donc, on a le courriel qui apparaît ici, le code barre de mon compte. Les gens peuvent se poser la question, c'est quoi ce code barre-là? C'est que pour les commis au comptoir, il peut arriver qu'un usager ait 2-3 comptes à la bibliothèque. Fait que ça permet à l'usager de vraiment s'assurer qu'il va voir dans le bon compte quand il fait du dépannage pour un usager. On a l'option, est-ce que l'usager peut emprunter? Oui. Fait que si c'est non, ça donne déjà un indice que si l'usager s'en va au comptoir et dit j'essaie d'emprunter des livres, ça ne marche pas, ben le commis va tout de suite savoir qu'il y a un problème ici. Soit que la personne elle doit peut-être de l'argent ou une autre raison, là, elle n'a plus le droit d'emprunter. Donc, on peut le voir ici, évidemment. En plus, on voit les factures et les frais si la personne elle a eu des retards. On peut encore ici changer le français-anglais ou aussi mettre l'application plus dark pour ceux qui sont plus dark et plus light pour les autres. Donc, on peut choisir notre préférence ici. Ensuite, je n'irai pas tout de suite à emprunter, je vais passer à l'onglet emprunt. Donc ici, on voit les emprunts que j'ai, pas que j'ai fait aujourd'hui avec l'application, mais tous les documents que j'ai qui sont empruntés dans mon dossier. Fait que je vois ici toute la liste. Si j'en ai un qu'un, mais si j'en avais plusieurs, ben l'écran me permettrait de scroller vers en bas, là. Vous allez voir tantôt, je vais l'emprunter, puis vous allez voir que ben, ma liste va évidemment être augmentée. Et si j'avais des réservations, je n'en ai pas, mais ici, on pourrait voir les livres que j'ai réservés. On ne peut pas réserver via l'application, mais on peut réserver via notre site web. Fait que si quelqu'un a réservé des livres, il pourra voir lesquels qui sont en réservation, que lui a réservé. Donc, le nerf de la guerre, l'emprunt. Donc, ici, on explique comment, c'est quoi les étapes principales. Ça, c'est sûr que la plupart du temps, les usagers qu'on a observés ne lisent pas ça tout de suite, mais quand ils ont un problème, ils reviennent après, puis là, ils lisent quand ils vont, oh, OK, ouais, OK, j'ai pas bien fait ça, cette étape-là. Fait que c'est important qu'elle soit disponible, cette information-là. Donc là, je vais cliquer sur Commencer et je vais emprunter un beau livre ici qui est le. On a choisi un livre qui n'est pas emprunté souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'anthologie de la littérature latine. On a dit, on va essayer de ne pas enlever des livres à nos usagers. Fait que j'ai pris celui-là. Fait que je clique sur Commencer. Et on parlait tantôt de 4 étapes. Vous allez voir, j'ai mis le livre à l'endos du document. Et il a détecté, mon téléphone a détecté la puce. Oups, je pense que j'ai touché un piton. Hein, fait que, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir que les 4 parties du cercle sont allumées en vert. De toute façon, je vais recommencer. Et j'ai emprunté avec succès. Si on voit dans les emprunts, on voit que l'anthologie de la littérature latine est bien là. Je peux ouvrir le petit onglet qui est là. Ça me dit c'est quoi le type de document, la date du prêt, puis quand est-ce que je devrais le retourner normalement si personne. On prête pour un mois, mais il y a de l'auto-renouvellement. Fait que je vais en emprunter un autre pour vous montrer encore là, comme il faut. Donc, je recommence. Et je prends le document qui est ici et je mets mon téléphone en arrière. Et voilà. Et je pourrais aussi emprunter ici Rabelais, un autre petit document. Que je préfère emprunter un autre document. Je cherche la puce. Voilà, il l'a trouvé. Ça, c'est un des défis. C'est sûr que là, c'est des petits documents, c'est pas pire, mais un gros document, la puce, ça peut prendre quelques secondes. La personne, il faut qu'elle scanne. C'est pour ça qu'on a une vidéo explicative. Parce que chaque téléphone ne possède pas la même puissance NFC. On a fait des tests avec toutes sortes de modèles au niveau Android. Et il y a des téléphones où il était collé sur la puce, puis bon, là, il le voyait, mais il y en a d'autres comme des Pixel, Google Pixel, dès que tu l'approchais quasiment à 6 pouces, il détectait la puce. Donc, évidemment, ça varie d'un téléphone à l'autre, comme expliquait notre ami, notre collègue Martin tantôt. Il y a beaucoup de variables qu'on ne contrôle pas. Mais bon, on a essayé de le rendre l'application la plus simple possible et la plus fiable possible. On a fait quand même beaucoup de tests. Puis voilà pour la démonstration.
là, je vous ai montré des cas de figure qui fonctionnent bien. Si je prends, par exemple, un document qui est déjà emprunté, puis j'essaye, je ne sais pas pourquoi, il est sur une tablette, puis il est déjà emprunté, puis j'essaye de l'emprunter, ben, vous avez vu, il y a juste une section. La première section est devenue verte. Donc, il a détecté la puce. Puis après ça, il s'est dit, attends un petit peu, là, on a parlé à OCLC, l'application a échangé avec OCLC. Et OCLC il a dit, ben, ce document-là, il est déjà emprunté pour une raison obscure. Donc, on envoie l'usager au comptoir pour que le commis, lui, va être en mesure de détecter qu'il s'est passé quelque chose. On n'a pas besoin d'expliquer à l'usager que, bon, quelqu'un qui est venu le reporter, on a oublié de le retourner, mais le commis va pouvoir, lui, euh, faire le retour du document et le prêter à l'usager. Bon, il y a plusieurs cas de figure, là. Je ne ferai pas tout le tour des cas de figure qui existent, mais on a un système de détection d'erreurs. On a comme deux philosophies. Une pour dire, ben, c'est une erreur complexe, on ne commencera pas à expliquer à l'usager une erreur complexe que lui-même ne peut pas régler, on va l'envoyer au comptoir. Si c'est une erreur que l'usager peut lui-même gérer, ben, on va y expliquer. Par exemple, l'usager emprunte un document qui est déjà dans son dossier, qui vient d'emprunter, mais on va lui dire, ben, tu viens d'emprunter ce document-là, fait que sont incapables d'expliquer qu'il vient juste de le faire. Donc, puis c'est sur son contrôle. Fait que c'est le genre de, de questions qu'on s'est posées sur quelle erreur on peut expliquer à l'usager, puis quelle erreur on doit le rediriger euh, au comptoir. Fait que voilà pour la présentation. Je vais quitter dans mon team ici euh, la présentation. Je vais déconnecter même, voilà. Quitter ici. Donc, on va revenir à la page, puis je vais passer la parole à mon collègue Nicolas. Je vais juste repartager mon PowerPoint pour vous montrer les petits processus. Juste donnez-moi une petite seconde que je le trouve. Je vais partager ici. Partager. Vous me dites si vous voyez mon PowerPoint. C'est marqué loading. Je ne suis pas avec Belle, là. Je suis à l'université. Vous voyez rien encore? Non, toujours pas. Et bon, je vais passer par une autre méthode. Je vais partager tout mon écran d'abord. On va venir à la méthode de tantôt. Bon, avec là, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Je vais vous montrer l'architecture générale. Fait que je passe la parole à mon collègue Nicolas. À toi, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Est-ce que c'est assez gros pour tout le monde? Je peux y aller rapidement. Si personne n'a d'objection. Donc, je vais présenter l'architecture générale là, très, très globale avec ce diagramme-ci. Donc, on a l'application mobile qui a été développée en MAUI Blazor hybride. Donc, ça, c'était pour éviter d'avoir deux sources de code pour soit iOS et Android. Donc, on peut le compiler pour les deux en ayant une seule base de code. Donc, c'était notre approche, là, étant donné qu'on est on a plus d'expertise avec le C# dans notre équipe. Donc, c'est une technologie qui était quand même appropriée pour nous. Comme nous vous l'avons montré au départ, quand il s'est connecté à OCLC, on a utilisé le Microsoft Entra ID pour autoriser son compte là, à utiliser l'application mobile. Donc, cette autorisation-là a été intégrée là, au CLC WMS là, pour l'Université Laval. Donc, on l'a réutilisé pour l'application mobile, évidemment. Ensuite, on a une connexion, évidemment, entre l'app mobile et un serveur MVC qui est un API web, qui, elle, va s'occuper d'aller chercher ou récupérer les données dans une base de données, comme par exemple, on peut le voir ci-dessous, là, on a une administration web que Louis a mentionné brièvement pour ajouter des messages dans la page d'accueil ou pour ajouter des liens utiles dans l'autre page. Évidemment, il y a quelques autres options qu'on peut venir configurer avec cet outil-là, ce qui est une petite page web développée en Blazor. Donc, celles-ci sont connectées à une UBD, donc l'API web peut les récupérer et l'afficher à l'application mobile.
Et enfin, on a un autre serveur MVC, qui est un CDD mobile, comme on l'appelle, qui vient venir interfacer en fait les API de OCLC WMS avec l'API Web pour faire une petite distinction, une déconnexion entre les deux modèles. Et enfin, on a le Power BI qui peut nous permettre de faire des rapports et présenter des statistiques là, pour nos besoins et qui va se connecter à la BD. Passer au diagramme suivant. Merci. J'ai décidé de vous présenter rapidement le processus d'emprunt. Je ne sais pas si tu peux grossir un petit peu. Comme ça, c'est Merci. pas pire. Moi, ça va être parfait comme ça. Donc, quand on démarre le processus d'emprunt, en fait, initialement, il y a une petite vérification qui est faite, qui n'est pas démontrée ici dans le diagramme. On va vérifier si l'usager a le droit d'emprunter initialement. Donc, on va faire un appel à l'API WMS pour ça, récupérer l'état de son compte. Est-ce qu'il y a des factures? Est-ce qu'il peut emprunter pour une raison X ou Y? Donc, si c'est le cas, évidemment, quand l'usager va cliquer sur le bouton Commencer, on va démarrer une session NFC sur le téléphone. Puis, dans cette session NFC-là, on va faire, en fait, il y a plusieurs étapes qui vont être introduites. La première qui est vérifier la disponibilité du document. Premièrement, on va vérifier si le document existe, parce qu'il pourrait y arriver des erreurs, je dirais des erreurs techniques au niveau de la programmation de la puce. Si jamais il y a eu un problème, puis c'est un livre X qui a été programmé sur la puce, s'il n'existe pas chez OCLC WMS, on va le vérifier. Évidemment, on va afficher une erreur à l'usager si c'est le cas. Ensuite, on vérifie la disponibilité du document, encore là chez OCLC. Si tout est beau, on continue, on passe à la deuxième étape. Ça correspondait au petit cercle vert qui progressait dans l'application mobile là, à l'interface. Donc, quand on avait une barre, on savait qu'on avait trouvé la puce. Donc, ça, c'était fait. 2 barres, on a vérifié la disponibilité. La troisième barre, c'est le processus d'emprunt du document officiel chez OCLC. Si c'est encore fonctionnel, la quatrième étape, c'est déverrouiller la puce. Donc, on déverrouille physiquement la puce du livre. Puis, une fois que c'est terminé, on peut terminer la session NFC, fermer la session NFC sur le téléphone et afficher la page d'emprunt réussi à l'usager. Bon, il y a certains autres processus. Dans le cas d'une réserve, on va afficher un petit message. Si le document est dans une réserve, on va afficher un petit message spécial à l'usager pour mentionner un délai particulier. Par exemple, vous devez rapporter ce livre dans une période de 2 heures. Et ensuite, l'usager peut décider de recommencer le processus, de retourner à la page d'accueil, et ainsi de suite. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui se passe durant la session NFC, on va afficher un message d'erreur. Il y a juste un petit cas particulier où, entre le processus d'emprunter le document et de déverrouiller la puce, si l'usager a retiré son téléphone trop rapidement, évidemment, il n'y aura pas de contact qui va pouvoir se faire entre la puce NFC et le téléphone. Donc, on va afficher le message d'erreur un peu particulier à l'usager disant que la puce n'a pas été déverrouillée. Il doit recommencer à faire le même processus sur le même livre, évidemment, pour pouvoir déverrouiller la puce. Question que ça ne sonne pas rendu au portique de la bibliothèque. C'est le seul cas où il va y avoir, je dirais, un processus de déverrouillage du document en 2 étapes. Et évidemment, tout ça va être journalisé dans la base de données pour des statistiques. Évidemment, toutes les statistiques qu'on récupère sont anonymes. C'est juste question de s'assurer qu'on puisse mettre les priorités aux bonnes places. On peut passer à la dernière. Ici, on a un petit résumé des API qui sont utilisés. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient curieux de savoir quelles API étaient utilisées chez OCLC pour le développement d'applications mobiles. Évidemment, on a le WAD2 qui est pour la connexion, World Share Identity Management API qui est pour justement détecter si l'usager peut emprunter, avoir le statut, son code barre, etc. Discovery API pour aller vérifier si le document existe chez OCLC. On a WMS Availability pour la disponibilité. Le WS Collection Management qui va être
J'ai un petit blanc. Je vais passer au Staff Profile, qui est pour l'emprunt officiel du document chez OCLC. Le Patron, ça va être pour afficher la liste des documents empruntés par l'usager. Donc, quand l'usager se connecte chez OCLC, on peut retourner un jeton d'authentification qui va lui permettre de récupérer évidemment la liste de ses emprunts ou de ses réservations. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vais essayer de garder ça bref. Merci beaucoup. Il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ouais, moi, j'en ai une un peu. Si j'ai bien compris ton architecture, tu as un intermédiaire. En fait, le téléphone n'appelle pas directement les API d'OCLC. Vous avez un intermédiaire entre les deux, c'est ça? Oui, Est-ce que exactement. j'ai bien compris ça? OK. On Il y a a même une des raison réclamations. pour ça? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce On choix? voulait se découpler en fait de OCLC, étant donné qu'on a d'autres applicatifs qui vont utiliser les services d'OCLC. On a décidé de faire un serveur MVC qui va se connecter au service de WMS, comme ça on peut réutiliser les mêmes services pour d'autres processus ou d'autres applications là, OK, je comprends. chez nous à la bibliothèque. Mais disons que techniquement, ça n'aurait pas été nécessaire. Ça aurait marché de passer directement Ça du aurait, téléphone. ça aurait pu fonctionner directement. OK, c'est ça, c'est bon. Autre question? Je pense qu'il y avait, Martin, une question sur est-ce que le code est partagé. On m'a répondu que c'est non, mais il y a quand même des possibilités de partenariat, de collaboration qui peuvent être discutées, voir comment cette application peut bénéficier au PBUC aussi. Là, mais ça, on a fait une application plus à la bibliothèque de l'Université Laval, mais c'est pas quelque chose avec l'architecture, comme Nicolas a expliqué, c'est quelque chose qui peut être interposé. C'est pas quelque chose qui est spécifique, mais ça reste quand même bibliothèque ici, là, mais c'est pas quelque chose qui peut être définitif, mais des discussions peuvent avoir lieu pour une éventuelle collaboration, de partenariat, pour l'élargir à travers le PBUC. C'est une première itération. En fait, on s'est concentré sur l'emprunt, mais il pourrait y avoir d'autres versions qu'on pourrait intégrer des communications, envoyer les communications pour permettre à l'usager de savoir c'est quoi les services qui sont offerts pour les notifier. Par exemple, aller chercher l'usager là où il le sent pour leur informer des événements qui sont en cours ou à venir à la bibliothèque. Donc ça, c'est quelque chose qui est à discuter, à analyser. C'est pas encore effectif, mais c'est quelque chose qu'on peut tendre vers dans un futur. Merci. Merci à vous. J'ai une autre question aussi. J'imagine qu'il y a une application Université Laval. Est-ce que vous avez considéré d'intégrer ces fonctions-là dans l'application Université Laval, mettons, plutôt que de développer une application bibliothèque ou enfin, je ne sais pas si vous avez des discussions à ce sujet-là. Je vais laisser Alain répondre. Oui, on y avait pensé à ça, on avait comme débuté en fait les échanges avec eux, mais ce que nous avons constaté, c'est que cette expertise-là était comme aussi externe. Aussi, il faisait affaire avec une compagnie externe qui minimisait notre autonomie à le faire développer, à le faire évoluer, puis on n'était pas non plus satisfait du travail. Comme vous avez vu ici, quand on a fait la démonstration, on pose le téléphone, puis on fait la transaction quand même assez fluide. C'est pas laborieux avec plusieurs étapes où on doit dire à l'usager de faire plusieurs manipulations. Puis l'autre raison, c'est qu'on va avoir une application mobile par rapport à la bibliothèque, puis qu'on peut évoluer selon les services propres à la bibliothèque de l'Université Laval. Mais si on rentre dans un élément beaucoup plus institutionnel, mais ça limite cette expansion-là. Fait qu'on voulait avoir cette autonomie, cette expertise locale avec notre équipe de développement. On peut bénéficier à travers cette application, mais on peut voir le potentiel qui peut être fait pour des opérations courantes pour les employés qu'on pourrait imaginer. Ça fait étendre notre intervention, notre champ d'expertise aussi. Merci. Autre question? Commentaire?
Ben, merci encore une fois. Merci à tous ceux qui ont présenté depuis 13h30. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Donc, si on est assidu, on va vous envoyer un petit sondage dans les prochains jours pour vous demander votre avis, mais aussi votre avis sur l'après-midi, mais aussi des futurs sujets peut-être à discuter. Donc, on aura sûrement l'occasion de vous présenter autre chose, là, peut-être en décembre, si on poursuit notre tradition. Et donc, ben, passez une belle fin de journée, puis à une prochaine. Merci. Merci tout le monde. Merci.